Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de CRO. Non, on va pas parler de la Cronenbourg, mais on va parler de la CRO, c'est-à-dire la Conversion Rate Optimisation, c'est-à-dire l'optimisation du taux de conversion. En fait, c'est très simple, hein, c'est une technique en fait qui est liée vraiment au growth hacking. Le but en fait, c'est d'aller améliorer les résultats de tous vos efforts, que ce soit online ou offline, pour en fait obtenir plus de clients en transformant plus de prospects en clients, en transformant par exemple plus de visiteurs en prospects, etc., etc. Alors c'est vraiment important parce que souvent en fait, je compare ça à la technique du saut percé, c'est-à-dire que vous avez sur votre site internet, par exemple 100 visiteurs qui viennent, il y en a deux qui laissent leurs coordonnées sur leur site dans votre utilisateur ou dans un formulaire d'essai, etc., etc. Donc en fait vous avez un taux de conversion de 2% qui est assez classique dans le web. Donc bien entendu le but c'est d'aller battre ce montant-là, et justement la CROF, Conversion Rate Optimisation, sert à cela et non pas la bière. Donc le but en fait de ce petit enregistrement, c'est de vous rappeler en fait que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à travailler, et je vous donnerai un cas pratique à la fin avec mon blog conseil marketing. Il faut rappeler aussi que c'est aussi bien valable pour le online que le offline. Souvent en fait les gens se disent l'accro, c'est tout simplement uniquement pour les sites internet, parce qu'il y a des visiteurs de sites internet, etc. Blablabla. Or c'est faux, c'est valable pour toutes les activités. C'est-à-dire que par exemple si vous faites une activité téléphonique, c'est la même chose, vous avez des campagnes téléphoniques et vous pouvez optimiser les conversions. Moi quand j'ai travaillé dans le domaine des logiciels grand public, on vendait en fait des logiciels à des professionnels qui étaient souvent un comportement particulier parce que c'était des TPE, des freelances, etc. Et on avait des campagnes comme ça, et puis on voyait tout de suite, dès qu'on lançait une campagne, si ça marchait ou pas. Et parfois on pouvait optimiser très simplement le taux de conversion des campagnes en travaillant les argumentaires, en faisant des écoutes, en partageant des bonnes pratiques, etc., etc. Ensuite, on peut également le faire, par exemple, aussi encore avec le téléphone, hein, j'en reparle encore. Par exemple, via les messages vocaux. Un message vocal, en fait, c'est un message qui est préenregistré, qui est déposé automatiquement sur les répondeurs des téléphones portables, sans que la personne n'entende de sonnerie. Et ça, en fait, c'est super pratique quand on doit faire, par exemple, des relances de web séminaires, de salons et tout ça, qu'on n'a pas le temps de relancer tout le monde. On envoie un message, bien sûr, un email de bienvenue, et ensuite on envoie derrière un petit message enregistré. On dit tiens, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On s'est rencontrés au salon, ou voilà, on a peu l'occasion de se rencontrer au salon, l'un ou l'inverse, etc. Et en fait, vous incitez les gens à vous relancer. Et c'est vrai qu'on peut très bien aussi faire deux messages différents. Pareil également, hein, si vous avez un restaurant physique ou une boutique, hein, vous pouvez très bien avoir des promotions différentes, c'est-à-dire que un jour vous mettez telle promotion, un autre jour vous mettez telle promotion. C'est également possible si vous avez par exemple un écran digital. Ça se fait de plus en plus maintenant. C'est-à-dire que vous mettez un écran qui fait varier en fait les affichages publicitaires, par exemple tous les heures, tous les quarts d'heure de la journée ou de jour d'après, etc. Alors c'est moins flagrant parce que imaginons que vous fassiez une promotion par exemple pour des salades le jour A et vous faites le lendemain pour des burgers. Vous allez me dire, bon voilà, je fais un speed testing. Sauf qu'en fait, dans le commerce physique, ça marche pas comme ça. Ayant travaillé pendant très longtemps dans la distribution, je peux vous assurer que il suffit d'avoir un changement de temps pour en fait pouvoir évoluer en fait vos ventes. Par exemple, dès qu'il fait beau dans les restaurants, vous vendez plus de salades. Dès que c'est l'été, vous vendez plus de salades. En revanche, quand il fait un peu plus froid, vous vendez des choses un petit peu plus, des plats chauds. Donc en fait, faire un speed testing comme ça avec un écran dans une boutique ou un magasin, c'est valable en fait uniquement si les conditions sont égales par ailleurs. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de le voir. Par exemple, vous pouvez tester des promotions. Par exemple, je sais pas, vous avez un bar, vous pouvez très bien tester une promotion happy hour par exemple de 19h à 21h, et vous pouvez tester après un autre message le lendemain de la même, la semaine d'après, le même jour, en disant là non, c'est plus happy hour de 19h à 21h avec 50%, mais c'est un verre acheté, un verre offert. Ou ça peut être pour tout achat d'une pinte, je vous offre par exemple un demi de, je sais pas, ou un shot de vodka par exemple. Voilà. Et donc en fait, ça c'est des trucs à tester parce qu'en fait, vous pourrez très bien voir ce que commandent les gens. Bon, après bien entendu, il y a des techniques de manipulation qui existent. Par exemple, si vous êtes dans un restaurant, encore une fois, si vous mettez en fait dans la carte
le meilleur choix, ou le choix, le plat le plus vendu, ou le plat du jour, le plat de la semaine, etc., automatiquement vous en vendrez plus. Donc en fait, que ce soit dans un restaurant ou même dans n'importe quel type de produit, si vous mettez toujours le top des ventes, ou le produit le plus vendu, ou la promotion du mois, ou des choses comme ça, automatiquement vous vendrez plus de ces produits-là. Donc moi je le savais, déjà je travaillais dans l'e-commerce, et c'est vrai que dans l'e-commerce, quand on avait envie de sortir des produits, on crée un top des ventes qui n'était pas vraiment un vrai top des ventes, c'est nous qui choisissions le top des ventes, et forcément ça avait un impact sur les ventes aussi, puisqu'en fait on arrivait à déstocker, on arrivait à pousser des produits. Voilà. Donc ça en fait c'est pour vous montrer en fait que tout simplement on peut tester comme ça pas mal de choses de conversion à la fois online et offline. Voilà. Alors le principe c'est quoi? Le principe en fait du CRO, Conversion Rate Optimization, comme je te disais, le taux de conversion, c'est en fait de se dire que uniquement il faut en fait partir que sur ce qui est mesurable. C'est-à-dire que si c'est pas mesurable, forcément vous n'allez pas en fait pouvoir l'optimiser. Je vous donne un exemple. Moi en fait, ça m'arrive parfois de faire des actions sur les médias sociaux. Par exemple là, j'ai fait une OP en faisant la promo sur LinkedIn, etc., etc. Et puis par fainéantise, en fait, j'ai pas mis un lien de tracking. C'est-à-dire que je sais même pas. J'ai passé à peu près une demi-heure, une heure à faire une action en faisant de la promotion, etc., etc. Et je sais même pas si c'est rentable ou pas. Alors là, tac. Alors au contraire, demain matin par exemple, on a un web séminaire qui est organisé sur tout ce qui est enquête de satisfaction. Et bien là, au contraire, je me suis vraiment embêté. Alors ça m'a pris du temps. Hein. J'ai créé à peu près une dizaine de liens de tracking. Et sur cette dizaine de liens de tracking, je sais combien sont venus de l'emailing, de groupes sur LinkedIn, de groupes sur Facebook, de ma page Facebook, etc., etc., etc. Et je sais exactement combien de personnes se sont inscrites. Et là, ça c'est vachement intéressant parce que là, je suis plus à l'aveugle. Et je sais que finalement, faire un tweet, ça m'a pas servi à grand chose, ça a ramené 2-3 personnes. Par contre, le groupe privé, par contre, la publication sur la page, par contre, ceci, cela, ça a eu un vrai impact. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut se dire, bon, voilà, quand tu fais en fait une promotion d'un produit, tu vas pas te faire chier à faire toute ta liste. Tu peux te dire, ok, j'ai entre guillemets une liste indispensable de choses à faire. Je vais faire la promotion sur ça. Puis après, en fait, par exemple, la promo de Twitter, je vais peut-être pas faire un truc aussi important. Je donne un exemple. Avant, quand en fait je lançais des promotions comme ça, des web séminaires en particulier ou des livres blancs, en fait je programmais une série de tweets de manière hyper régulière. Ça me prenait un bon quart d'heure parce que j'allais sur Swello, swello.com, S-W-E-L-O 2LO plutôt, SWE2LO, swello.com, et en fait je programmais tout ce qui était tweet automatique avec attention, le web séminaire commence dans 5 minutes, Donc en fait, je programmais ce genre de truc là, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ramenait quasiment aucune personne. Et au contraire, si je passais plus de temps à faire de la promotion sur LinkedIn et en faisant en fait la programmation de contenu sur LinkedIn, ça rapportait beaucoup plus de temps. Donc en fait, je me suis plus fait chier à faire en fait ces putains de programmation de 5-6 messages, un message tous les 2 jours sur Twitter, qui ramène 10 personnes alors que j'en peux ramener 20 ou 30 sur LinkedIn. Alors on verra à la fin qu'il y a quand même un bémol, parce que certes, tout ce qui n'est pas mesurable n'existe pas, certes, mais, en fait, il y a des actions parfois qui donnent pas de résultats concrets maintenant, mais qui, finalement, sur le long terme, vont être plus intéressants. De même, en fait, il ne faut pas juste être concentré sur le nombre de prospects qui vont être générés, mais il faut également se donner une mesure de la qualité de la conversion derrière des prospects en clients, parce qu'en fait, certes, on peut avoir sur Twitter, sur LinkedIn, etc., des prospects, mais est-ce qu'ils sont dans la bonne cible? Voilà. Ça, c'est pour ça que c'est important de ne pas non plus trop rester focus là-dessus. Alors, ça, je vous le dis, mais je dis toujours, KFC, know what you want, find out what you get, and change until you get what you want. Alors ça, c'est la méthode mnémotechnique, KFC. Alors pas comme là où je vous parlais de Croc, comme la Cronenbourg, là je vous parle de KFC, comme en fait la bouffe, le restaurant de fast-food. Moi, je vous parle en fait KFC, c'est une méthode mnémotechnique. C'est vraiment know what you want, find out what you get, and change until you get it. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut mesurer ce qu'on fait. Tout simplement parce que vous avez pas mal de gens qui
continue à faire sans cesse la même chose, sans se remettre en cause, alors que parfois ça ne sert à rien. Comme je disais, c'était cette fameuse checklist là pour faire de la promo. Les gens ont l'habitude de faire ça, mais finalement, est-ce que ça donne vraiment les résultats obtenus? Je le vois tous les jours et dans tous les domaines. Par exemple, en fait, il y a des gens qui se disent, je voudrais gagner de l'argent sur Internet, je voudrais vivre de mon blog, je voudrais avoir plus de prospects. Et en fait, on se rend compte, quand on leur dit, ok, mais vous faites quoi en fait de manière pratique? Comme d'habitude, moi je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Ouais, mais attends, tu fais ça depuis 1 an, tu fais ça depuis 2 ans, et ça donne pas de résultat. Pourquoi tu continues à le faire? Donc en fait, il faut parfois remettre en cause ce qu'on fait, et donc justement, KFC, il faut vraiment l'avoir dans sa tête, et pas hésiter à continuer à le dire tout le temps. Voilà, le principe c'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Donc en fait, il faut savoir un petit peu changer les choses et surtout mesurer ce qu'on fait. Et changer les choses si tout simplement ça ne donne pas le résultat obtenu. Voilà. Et donc en même temps, il faut se mettre des routines. Moi, je suis un gros fan des routines. Par exemple, moi, pour les podcasts et les screencasts, comme vous êtes en train d'écouter, j'en fais un toutes les semaines. Généralement, je le fais le week-end. Et il faut avoir des routines. Ça permet en fait de cadrer les choses et d'être plus productif. Mais en même temps, il ne faut pas se laisser prendre par la routine parce que la routine, ça veut dire on fait tout le temps la même chose. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille en fait pour améliorer le taux de conversion, c'est tout simplement de travailler sur le tunnel de vente AR. En fait, c'est simple, c'est ce que j'explique un petit peu plus tard là, en disant voilà, l'optimisation d'un blog, d'un site internet, etc., passe par la modélisation du cycle de vente. En fait, on va prendre un tunnel AR, un tunnel en fait qui va dire, il y a au début l'acquisition, c'est le trafic du site internet, les mots-clés, SEO, etc. Dans une boutique, ça serait le nombre de personnes qui passent devant la boutique. L'activation, dans un blog, c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Dans une boutique, c'est les gens qui rentrent dans la boutique. Ça peut être même les gens qui achètent. La rétention, c'est les gens qui reviennent, ou c'est le taux de lecture des emailing, le temps passé sur le site, etc. La recommandation, c'est le parrainage, s'il y a une offre de parrainage dans la boutique, ou c'est les partages sur les médias sociaux, les parrainages, etc. Et le revenu, c'est comment on va faire pour augmenter le chiffre d'affaires. Tout simplement, dans une boutique, c'est comment on va faire de l'upsell, comment on va réussir à vendre des accessoires, comment on va vendre des produits plus chers, comment on va vendre des abonnements. Et pour un blog, un site internet, c'est les revenus générés, les montées en gamme, les ventes croisées, etc. Voilà. Donc en fait, le but c'est d'aller mettre en place en fait ce tunnel et se dire ok j'ai 100 visiteurs sur le site internet, il y en a 2 qui qui s'inscrivent à la newsletter, il y en a 1% qui lisent la news au bout de 5 emails, etc. Qu'est-ce que ça donne? Donc en fait on a fait ça, on va tout simplement essayer de se dire où ça va pas. Et en fait, où ça va pas, c'est là où la conversion pêche et là où il faut faire un effort. Donc en fait, là, à ce moment-là, quand on se dit, tiens, c'est telle étape du tunnel de vente qui va pas, on va choisir en fait des moyens de l'optimiser. Donc pour cela, en fait, il faut se prendre facilement 2 bonnes heures pour essayer de trouver des idées. Alors, c'est super important de ne pas être seul dans son coin. Si on est seul dans son coin et qu'on met par exemple une demi-heure, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez trouver les bonnes vieilles idées que vous avez depuis des années, vous allez recycler les vieilles idées que vous avez eues il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça c'est totalement inutile parce qu'en fait vous allez toujours continuer à faire la même chose, comme on disait tout à l'heure, KFC. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement prendre le temps de prendre le temps. Et donc en fait tout simplement vous allez vous prendre 2 heures rien que pour faire ça. Vous allez idéalement en fait, moi ce que je vous conseille de faire c'est vous caler un créneau horaire dans votre semaine. Par exemple vous êtes le lundi, vous savez en fait que vous allez faire cette optimisation à partir du vendredi, et donc vous notez dans votre agenda cette fameuse réunion de 2 heures le vendredi, pour être pas dérangé, et vous commencez à faire votre liste avant. C'est-à-dire que vous allez dire, j'ai ma réunion vendredi, alors je pense déjà à ça et ça. Voilà, et puis vous restez comme 5 minutes à réfléchir un peu, à discuter éventuellement avec des collègues, à donner des petites questions sur les réseaux sociaux à vos contacts. Voilà, et puis vous refermez la parenthèse. Pourquoi il faut faire ça? Parce que tout simplement, en fait, même si vous vous en rendez pas compte, en ayant réfléchi une première fois, et en ayant le truc dans la tête, et en ayant pour objectif le fait que ça va arriver vendredi, votre cerveau il va continuer à réfléchir à ça. Parce que si vous ne faites pas, si vous faites juste, tiens, je note, je fais mon rendez-vous, c'est fini, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ça dans une petite case, il va dire, ok, on rouvre la case dans une semaine. Par contre, si vous avez commencé à réfléchir et des choses comme ça, votre cerveau va travailler tout seul et vous verrez qu'au long de la semaine, des fois, vous aurez une idée, ah tiens, putain, ouais, c'est vrai, ça pourrait être là-dedans, ah ouais, ça c'est super, etc. Et vous compléterez votre petite liste. Voilà. Donc il faut vraiment 2 heures
poser des questions, sortir du cadre, en allant par exemple chercher des astuces sur internet, vous utilisez le moteur de recherche de Google et vous cherchez les astuces de moins d'1 an. Voilà. Donc une fois que vous avez toutes ces astuces, vous avez parfois listé 10, 20 idées, vous allez en fait les classer via la méthode ICE. La méthode ICE en fait permet de classer en donnant une note de 1 à 10 les idées selon l'impact que ça va avoir, donc les résultats que ça va donner, le coût, est-ce que ça coûte cher, mais pas que du coût en argent, c'est aussi du coût en temps. Et ensuite l'envie, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire, est-ce que ça va vous motiver? Parce que parfois en fait on se dit tiens ouais c'est une bonne idée, ça coûte pas cher mais ça me fait vraiment chier de le faire quoi. Et ça en fait c'est un tue l'amour, un tue l'amour marketing. Donc en fait il faut éviter de faire ça et il faut plutôt en fait tout simplement se dire ok oui j'ai envie de le faire et donc je donne une meilleure note. Voilà. Donc cette méthodologie permet en fait de choisir 3 idées. Généralement, vous avez 2 idées à tester, donc 2 hypothèses de conversion, et vous avez ensuite une hypothèse quick win, qui n'est même pas d'ailleurs une hypothèse, c'est-à-dire que vous allez tout simplement tester immédiatement un truc. C'est-à-dire que, je sais pas, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, c'est vous dites tiens je vais augmenter ma newsletter, le taux de lecture, je vais par exemple mettre un expéditeur. Moi par exemple j'ai eu l'idée d'ajouter Sabrina mon assistante en tant qu'expéditrice de mes emails et ça donnait des super résultats. C'est tout con, ça mange pas de pain et ça se fait en 5 minutes. Et l'autre chose aussi qui est intéressant, et ça c'est un de mes lecteurs qui me l'a soufflé dans mon concours de conseil marketing 2018, mais il a dit tout simplement tu prends les non-ouvreurs, tu leur envoies 2-3 jours plus tard le même email mais avec un titre différent qui est complètement qui passe sur l'émotionnel ou sur le factuel ou sur un truc qui est un petit peu drôle, et en fait tu verras ce que ça donne. Tu fais ça 1, 2, 3 fois pour essayer en fait à chaque fois de relancer les personnes qui n'ont pas ouvert ton email. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont vraiment simples à faire et ça permet d'améliorer très drastiquement votre conversion. Donc ça en fait vous testez pendant à peu près 2 semaines, 3 semaines. Alors pourquoi je vous dis 2 semaines, 3 semaines parce que partout, que ce soit sur du Facebook Ads ou dans la vie réelle, si vous testez que 2-3 jours ou une petite semaine, c'est un peu court. Alors pourquoi c'est court? Pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui sont pas là, il y a des gens qui sont en réunion, il y a des gens qui sont malades, etc. Donc si vous restez uniquement sur un test en 2-3 jours, vous avez des chances en fait que les gens passent à côté. Donc en se donnant 2 semaines, là vous aurez donc un volume suffisant pour que statistiquement ça soit fiable, et ensuite deuxième chose, vous aurez la possibilité d'avoir suffisamment de personnes. Voilà. Puisqu'en fait faire des tests de conversion ça sert à rien si vous avez juste quelques personnes. Moi je vois en fait quand je fais des tests de conversion, au début on voit une tendance, puis on se dit c'est bon j'avais raison, c'était cette hypothèse là, puis en fait vous vous rendez compte que 2-3 jours après, bouh, ça s'inverse. Parce que en fait, soit en fait finalement on a eu plus d'affichage de la seconde hypothèse, et finalement c'est la seconde hypothèse qui gagnait, soit en fait on n'a pas prévu quelque chose ou ceci ou cela. Voilà. Donc ça c'est vraiment important de l'avoir directement à l'esprit, sachant qu'encore une fois que le qualitatif est important. C'est-à-dire que parfois en fait on va se dire non mais de toute façon je mets des actions en place et puis je mesure tout le temps le ROI. Ça c'est aussi une erreur parce que parfois il y a des choses qui prennent du temps mais qui sont nécessaires pour l'image et la longévité de l'entreprise. Par exemple, on pourrait se dire tiens un client mécontent mais qu'il aille se faire foutre, de toute façon j'en aurai d'autres. Non, parce qu'en fait vous êtes en train de tuer l'image de votre entreprise sur le long terme. Parfois aussi, il vaut mieux travailler un peu plus sur un logo, sur une page, éviter de laisser des fautes d'orthographe dans des articles de blog, etc. Parce que ça donne comme une meilleure image, quoi. Ça mange pas de pain, c'est pas grand chose, ou parfois c'est beaucoup de choses, comme une charte graphique, par exemple, avoir une belle charte graphique. Sincèrement, je vous dirais pas que ça a un résultat concret immédiat tout de suite. Et pourtant, ça mérite de l'avoir parce que la charte graphique, vous allez l'utiliser pendant des années. Et si vous avez bien bossé votre charte graphique, vous avez un truc différenciant avec une belle mascotte, un beau bidule, ça va obligatoirement améliorer votre taux de conversion, votre image sur le long terme. Voilà. Donc pour moi le vrai challenge avec le CRO, c'est tout simplement d'adopter l'accro. Donc d'adopter le réflexe et ne pas céder à la facilité. Ça, s'il n'y a qu'un seul truc que vous devrez retenir aujourd'hui, c'est ne pas céder à la facilité. Parce qu'en fait, moi, vous savez, pendant très longtemps, ce que je faisais, parce que j'avais des solutions d'emailing qui n'étaient pas forcément hyper bien conçues, je faisais quasiment jamais de speed testing d'emailing. Mais c'est complètement débile.
Parce qu'en fait, quand vous envoyez à 10 000 ou 20 000 personnes un email, mais c'est essentiel d'aller tester au moins 2 versions de l'objet, quoi. Au début, je faisais même pas. Toi, je cherchais un peu, je me disais oh, ok, ça a l'air pas mal, et puis je balançais mon email. Je disais merde, putain, ça se fait en 2 clics maintenant. Maintenant que j'utilise en fait une application qui s'appelle GetResponse, je suis passé de Aweber, qui est une bonne solution, mais qui est un petit peu rustique. Je suis passé à GetResponse, qui est beaucoup plus puissant. J'utilise après d'autres outils. Hein. J'utilise Mailchimp, j'utilise SG Autorépondeur, j'utilise après d'autres outils encore. Mais en tout cas, voilà. La plupart des outils permettent en 2 clics d'aller choisir deux versions de l'objet, quoi. Il faut que ça soit quasi systématique. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que beaucoup de solutions d'emailing, en fait, vous proposent pas ça par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez votre email et puis voilà, c'est fini. Or, en fait, moi, ce que j'aime bien avec GetResponse, c'est juste un petit bouton à cocher et tac, voilà, vous avez la possibilité de tester jusqu'à 5 variantes d'objets, 5 variantes d'expéditeurs. Alors, bien sûr, il ne faut pas aller jusque-là, mais c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi, en fait, je vous conseille de ne pas aller jusque-là? Tout simplement pour une fiabilité de taux de conversion. Généralement, pour avoir en fait allez, on va dire une mesure à peu près fiable avec des écarts types et des seuils de fiabilité qui sont corrects, il faut un minimum de 400 personnes qui répondent à votre ou qui cliquent ou qui participent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas plus de 400 personnes, si vous avez moins de 400 personnes qui, par exemple, ouvrent la newsletter ou qui cliquent sur le bouton ou que ceci, cela, et ben en fait, vous avez des seuils en fait de fiabilité qui sont trop élevés. C'est-à-dire que entre dire la solution A est meilleure que la B, ben c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Statistiquement, c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a trop peu de gens. Si par exemple, là, vous avez que, on va dire 50 personnes, si vous avez 50 personnes qui ont cliqué sur l'autre truc et par exemple 48 qui ont cliqué sur l'autre, eh bien, ça fait un total même pas de 100. Et ça, en fait, vous avez un écart type et une marge d'erreur qui est vachement trop importante. Donc, c'est pas fiable. Il faut au moins en avoir 400. Retenez le truc, hein, il faut au moins avoir 400 pour que ça soit fiable. C'est pour ça, en fait, que il faut pas tester 5 objets, 5 expéditeurs, parce que à moins d'avoir, je sais pas, 100 000 personnes, en fait, vous allez tout simplement avoir pas suffisamment de personnes à tester pour avoir des données fiables. C'est pour ça que moi je vous conseille d'en tester 2-3 max, et comme ça en fait vous avez par exemple 2000, 3000, 4000, 5000 personnes à qui vous envoyez l'email, et donc sur le taux d'ouverture par exemple qui est de 20%, si vous en avez 10 000, ça fait quand même un taux qui est assez sympa et qui permet en fait d'avoir des statistiques assez fiables. Voilà. Donc voilà, ça c'est un truc de base. Donc moi je vous conseille également de mettre dans votre routine, comme je disais, moi j'adore la routine, pas dans le couple mais dans le marketing. Une routine, qu'est-ce que c'est? C'est des process. Vous allez mettre en place un process automatique. Quand vous envoyez un email, systématiquement votre process c'est je check les liens dans la newsletter, je revérifie la faute d'orthographe, je la fais valider à mon collègue, je la fais relire à un deuxième collègue, je l'envoie en interne pour que mes collègues des autres services vérifient qu'il n'y ait pas d'erreur de machin et tout ça. Et ensuite, en fait, je fais un test de deux messages différents. Voilà. J'ai testé également une chose qui était assez intéressante, c'était tester différents objets, différents titres pour un article de blog. En fait, avec l'outil que j'utilise qui s'appelle Thrive Themes, on peut en fait pouvoir tester pour un article de blog jusqu'à 3 titres différents. Par exemple, au lieu de dire 10 astuces pour gagner de l'argent avec un blog, c'est 10 astuces de dingue pour gagner de l'argent avec son blog, ou 2 trucs de malade pour gagner de l'argent avec son blog, par exemple. Et donc en fait, vous pouvez tester ces 3 titres-là, et vous allez pouvoir voir en fait ce que ça donne. Est-ce que les gens vont cliquer plus? Est-ce que les gens vont lire plus avec ces différents titres d'articles de blog? Alors ça, je l'ai testé, j'étais un peu déçu parce qu'en fait l'impact n'est pas vraiment dément. Alors j'ai testé des objets qui étaient quand même relativement similaires, je suis pas allé non plus dans les extrêmes, mais bon voilà, encore une fois, il faut tester, et des fois en fait on se dit tiens ça va marcher, et puis finalement ça marche pas. Voilà. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure de le fait de créer une routine, mais il ne faut pas non plus en créer trop. Comme je disais, j'avais créé une buzz checklist avec toutes les actions que je devais réaliser pour promouvoir un web séminaire, un livre blanc, etc. Donc j'utilise encore, mais en fait, c'est super important de savoir ce que ça rapporte. Donc après ça peut varier entre les supports, les produits, etc. Mais ça vous évitera en fait de perdre du temps en ayant ça. Voilà. Donc deuxième point également important, c'est essayer de rechercher l'efficacité maximale. C'est-à-dire que parfois, il faut accepter de faire du vite fait et
pas si mal fait. Quick and not so dirty, ça veut dire on essaie de faire un truc qui va être à 80% ok, qui passera, et pas essayer de chercher la perfection, parce qu'autrement en fait on va passer trop de temps à faire un truc et pas assez de temps à les améliorer, à les tester. Voilà. Donc ça c'est un truc important. Et je rappelle encore une fois, attention à pas trop être orienté ROI, parce qu'après si on fait que des trucs ROI, finalement en fait on fait plus des actions qui sont pourtant intéressantes. Voilà. Alors au niveau des outils, pour moi au niveau des outils, il y en a vraiment une pléthore, énormément d'outils, et puis surtout en fait, la plupart des outils en fait qu'on a actuellement proposent souvent des fonctionnalités de CRO. Par exemple en fait Google Analytics, qui est un outil qui est largement sous-estimé, mais vraiment sous-estimé, puisqu'en fait vous pouvez faire du tracking des URL, vous pouvez en fait gérer des objectifs, vous pouvez faire de l'A/B testing, vous pouvez faire énormément de choses. Alors certes les outils sont vraiment rustiques, hein. Personnellement je trouve que c'est un peu techos et puis c'est pas très évolué. Les tunnels, tout ça, je trouve pas ça terrible. Les objectifs, je trouve pas ça génial. Le truc d'A/B testing encore, ça va. Le tracking des URL, je trouve pas non plus hyper intuitif. Mais si vous voulez pas dépasser d'argent, eh ben, si votre boss vous dit non, mais moi j'ai pas d'argent à mettre, même si ça coûte 30 € par mois, j'ai pas d'argent à mettre, c'est pas grave. En fait, tu peux quand même utiliser Google Analytics, qui suffit à faire pas mal de trucs. Voilà. Alors les outils que je recommande, il y en a plusieurs types. En fait, le premier c'est tout ce qui est enquête qualitative. C'est les enquêtes clients ou prospects ou non acheteurs de vos produits, etc. Le but en fait c'est de savoir pourquoi les gens n'ont pas commandé, quels sont leurs challenges, pourquoi, quelles sont les raisons d'achat ou les raisons de non achat. Et en fait ça vous sert de manière qualitative à avoir des retours et améliorer vos offres. Donc pour ça vous pouvez utiliser des outils comme eloquent.com, surveymonkey.com ou Google Forms. En fait c'est des outils vraiment très très simples à utiliser. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est outils de A/B testing de page web. A/B testing, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va tester deux versions d'une page web et en fait, on va voir laquelle est la plus intéressante. En particulier pour les landing pages, les home pages de sites, etc., etc. Donc vous avez Google Analytics qui existe déjà, et vous avez Optimizely, vous avez A/B Testy qui est une société française, donc A/B Tasty et Optimizely ou Google Analytics, Google Test. Les formulaires de capture d'email, ça aussi c'est important, en particulier si vous avez un site internet, un blog, etc. en B2B. Donc moi j'utilise thriveteam.com, thriveteam.com ou sumo.com ou optinmonster.com. Donc en fait c'est ces trois outils qui sont vachement sympas et qui permettent en fait d'avoir des jolis pop-up, des jolies animations pour quand on se connecte sur un site web, pour en fait avoir une pop-up qui s'ouvre en plein écran, etc., etc. Donc vraiment trois outils très sympas. Moi je recommande encore une fois ThriveTeam. La réalisation de tunnels de vente suite au téléchargement de bonus, alors ça en fait c'est des outils qui sont un peu plus clés en main. C'est assez sympa parce qu'en fait vous pouvez tout créer, landing page, formulaire de capture, upsell, etc., etc. Donc la Rolls des Rolls, c'est ClickFunnels, mais je trouve qu'en fait que ClickFunnels c'est vraiment trop cher. Et trop complexe à maîtriser pour la plupart des gens, parce qu'en fait à moins que vous soyez web marketeur et vous vendez que des trucs sur le web, je trouve qu'en fait il est hors de portée de beaucoup de gens, à la fois par la difficulté, enfin pas la difficulté, il faut une journée, peut-être 2 jours, si vous ne connaissez pas trop, peut-être 2 jours, à maîtriser ClickFunnels. Je trouve qu'il est et puis bon, voilà, moi je l'utilise pas personnellement, je trouve c'est un peu trop important pour mon niveau. Mais c'est vrai que c'est le produit qui est vraiment le plus reconnu sur le secteur. Autrement, en alternative, il y a Lead Pages, ThriveTeam et OptimizePress. Moi encore une fois, j'utilise ThriveTeam parce que ça coûte que 19 $ par mois, ce qui est vraiment pas cher, et avec ça vous pouvez faire quand même pas mal de trucs. Vous faites des pop-up, vous faites des landing pages, vous faites ceci, cela. Alors, en revanche, c'est clairement beaucoup moins automatisé que ClickFunnels, mais c'est on va dire une première étape avant de se lancer sur ClickFunnels. Donc l'A/B testing de vos emailing, forcément moi j'utilise GetResponse, Mailchimp et compagnie, voilà. Le click tracking, en fait, le click tracking ou le mouse tracking, c'est tout simplement en fait voir ce que font les internautes quand ils vont sur votre site web. Ça c'est vraiment intéressant quand vous avez une home page, une landing page, et vous voulez voir en fait est-ce que les gens vont sur tel endroit, sur tel bouton, etc., etc. Comment ils naviguent. Et là en fait c'est assez intéressant. Donc vous avez Google Analytics qui propose un petit outil très light, qui permet de voir un petit peu les zones chaudes, les taux de clics, etc., etc. Bon, ça peut être assez intéressant à voir. Autrement, en fait, vous avez hotjar.com, vous avez Lucky Orange, Orange chanceuse, SessionCam, UserSnap, qui permettent aussi de faire des choses comme ça. Ça commence, on va dire, à une vingtaine ou trentaine de dollars par mois. C'est assez sympa, voilà.
Ensuite, en link tracking, ça c'est quand vous faites beaucoup de partage sur les médias sociaux, quand vous faites de l'affiliation. ClickMeter, Link Tracker et bien sûr Google Analytics vous permettent de faire un petit suivi qui est assez sympa. Voilà. Alors je voulais vous parler d'un petit cas pratique, hein. Je vais vous donner le cas de conseilmarketing.com. En fait le site avait une conversion faible, hein, il y a quelques années. En fait le site a 12 ans et c'est vrai que pendant très longtemps j'étais en fait dans le mode blogueur effet tunnel. L'effet tunnel, qu'est-ce que c'est? En fait on est avec les œillères et on avance, on déroule, et c'est vrai que pendant des années je m'embêtais pas à tester la conversion parce que tout simplement j'écrivais et puis forcément dès qu'on écrit un article, ça génère du trafic, et puis donc on est dans une roue sans fin, et donc on se dit je veux plus de trafic, et à ce moment-là je crée plus d'articles et je fais plus de partage et ceci cela, et forcément c'est certes une bonne solution, sauf que c'est hyper chronophage. Et puis ce qui m'est arrivé en fait à un moment donné, c'est qu'il y a à peu près un an ou deux de ça, je ne sais plus quand c'était exactement, c'était en février. En fait il y a eu un changement d'algorithme de Google qui a touché plusieurs choses. En fait le premier c'était Google Images. En fait j'avais beaucoup de trafic via Google Images parce que je travaillais beaucoup les images, je faisais moi-même des infographies, je faisais de la récup aussi d'images, je faisais de la traduction d'images, enfin je faisais vraiment plein de trucs sur les images, et bam, j'ai perdu quasiment 25% de trafic en un mois, quoi. Donc c'était vraiment un peu fou. Après derrière il m'arrive aussi une tuile cette année avec une baisse de trafic là, sur mes articles piliers. C'est mes articles qui étaient bien positionnés depuis 2 ans, 3 ans, etc. Bon là j'ai un autre plan d'action dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Mais bon là aussi j'ai eu une baisse de trafic. Donc là en fait quand vous ramassez Google Slap, comme on dit, une claque de Google, et en fait quand Google vous tape sur les doigts, que vous perdez 20% de trafic d'une journée sur l'autre, ou d'un mois sur l'autre, là à ce moment-là vous l'avez un peu mauvaise, et donc en fait vous avez plusieurs possibilités. Soit en fait vous êtes dans l'effet tunnel, vous dites faut que j'écrive plus d'articles de blog, faut que je le partage plus sur mes réseaux, faut que je fasse ceci, cela, etc. Soit en fait vous dites mais attends Fred, stop, on s'arrête 2 secondes, quel est le problème actuellement, on fait une analyse du tunnel à arrière, on voit en fait que tu as beaucoup de trafic mais que tu captures que 1,5%, et mon coco, va falloir travailler un petit peu tout ça, et tu te concentres sur la conversion, et donc tu travailles le CRO ou l'accro, voilà, Conversion Rate Optimization. On en aura beaucoup parlé, hein. Je vais me faire sponsoriser par Cronenbourg. Si quelqu'un qui travaille là-bas, je vous donne mon adresse et vous m'envoyez un pack de bière avec le temps très chaud qu'on a actuellement, ça me fera bien plaisir. Fin de la parenthèse. Donc le plan d'action, en fait c'est simple. Je me suis dit, ok mon Fredo, va falloir travailler là-dessus parce que tu vas pas pouvoir capturer 25% de trafic en plus. Alors certes, tu vas pouvoir optimiser un petit peu ta newsletter, essayer de ramener un petit peu de monde, etc. Blablabla, mais c'est pas ça qui va faire vraiment des trucs de ouf. Donc il faut que tu travailles ta conversion. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé en mettant en place un certain nombre d'actions. Là je vous ai listé un bon nombre, et à la fin je vous mettrai le top 3-4 en fait des actions qui ont été vraiment les plus significatives et les actions qui ont été les moins significatives, un top flop. Voilà. Donc le plan d'action a été simple. Voilà, ok, d'accord, voilà, tu fais le classique, hein, c'est ce que doit faire tout le monde, c'est d'aller optimiser les pages avec le plus de trafic. En fait tout simplement j'avais des pages qui généraient beaucoup de trafic mais qui étaient sur des thématiques en fait qui n'étaient pas forcément en phase avec les bonus que je proposais. Je vous donne un exemple. J'avais une page en fait qui générait beaucoup de trafic sur les cartes de visite, et pourtant en fait je proposais juste un truc qui était sans conseil pour réussir sur le web. Or en fait un gars qui arrive sur mon site internet, qui est créateur d'entreprise et qui regarde un truc sur les cartes de visite, sans conseil pour réussir sur internet, c'est pas forcément le truc qui va l'intéresser, parce que c'est peut-être un mec qui est restaurateur ou qui a une boutique de fringues à Perpète-les-Ouilles. Donc tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été créer des bonus contextualisés. Les bonus contextualisés, ça c'est vraiment bien, puisqu'en fait on peut les mettre dans des articles directement, ou on peut les mettre en fait dans des catégories d'articles, et comme ça en fait j'ai créé plusieurs bonus. J'ai créé le kit de survie de l'e-commerçant, j'ai créé comment créer des cartes de visite sexy, j'ai créé le guide des partenariats, j'ai écrit comment réussir son communiqué de presse, etc. Donc en fait en plus je me suis pas pris la tête, j'ai en fait des compilations d'articles remis en forme, etc. dans en fait un livre blanc, et ça en fait c'est vraiment sympa parce que ça vous prend 3-4 heures et ça donne des résultats assez sympas. Je vous en parlerai juste après. Donc là ce truc là je vous conseille de le faire
allez voir en fait dans vos pages qui génèrent plus de trafic et voir comment vous pouvez convertir. Si vous n'êtes pas obligé de mettre des livres blancs, hein, bien entendu, si par exemple c'est la page tarif, c'est la page contact qui est la plus visitée, ce qui est souvent le cas, ou la page à propos, hein, ce qui est souvent le cas en fait dans les sites internet, et bien tout simplement vous devez à ce moment-là mettre quelque chose, un contenu contextualisé qui va inciter les gens à vous laisser leurs coordonnées. Exemple, dans certains sites internet, les fiches produits des produits ne sont pas téléchargeables gratuitement, enfin en libre téléchargement. Il faut en fait mettre ses coordonnées. Pareil, il y a des témoignages clients. Vous avez en fait le début du témoignage client, et si vous voulez avoir en fait le témoignage client en entier, il faut laisser vos coordonnées. Idem, si vous êtes sur la page tarif, pour pouvoir télécharger les tarifs complets, vous avez un extrait de tarif, si vous voulez télécharger les tarifs complets, il faut laisser vos coordonnées, etc., etc. Alors encore une fois, c'est des éléments à tester. Est-ce que par exemple vous avez, je sais pas, 50 personnes en plus qui vous appellent pour avoir des devis, est-ce que vous convertissez plus? Encore une fois, il y a des bonnes et mauvaises idées. Je vous donnerai une mauvaise idée, alors je ne l'ai pas mis dans les flops que je vous montrerai après, mais je vais vous en parler tout de suite. En fait, j'utilisais comme j'ai Thrive Team, et en fait j'avais mis en place ce qu'on appelle un slider. Qu'est-ce que c'est un slider? Un slider en fait c'est quand vous ouvrez un site internet, comme un volet roulant, en fait, il y a quelque chose qui se met devant l'écran et qui empêche en fait de lire le texte et qui se déroule. Et puis les gens se disent, ont une grosse photo qui leur dit est-ce que vous voulez gagner plus d'argent sur internet? Oui ou non? Non, vous voulez pas gagner de l'argent sur internet? Ok, alors continuez. Alors ça a l'air très bête, mais en fait ça marche très bien. Moi je l'avais utilisé, sauf que deux trucs étaient négatifs. Un, en faisant ça, ça a flingué mes revenus AdSense de manière vraiment phénoménale, parce qu'en fait les gens qui avaient ça, après ils avaient tendance à scroller directement et à plus voir les pubs. Et une partie de mon chiffre d'affaires, quasiment 25% de mon chiffre d'affaires vient des publicités AdSense que je mets sur mes différents sites web. Donc forcément c'était pas très bon. Et ensuite je me suis rendu compte qu'en fait avec ça il y avait plein de gens qui se barraient, le taux de rebond était quand même vachement en augmentation, parce que les gens disaient putain je vais avoir accéder au contenu, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton gros slider, allez va te faire foutre, je me barre. Voilà. Donc en fait il faut faire vraiment attention à ça, et je m'en suis rendu compte qu'au bout de quasiment 2 mois, parce que je l'ai laissé tourner quand même un petit moment, parce que je me suis dit je vais avoir quand même pas mal de stats, et puis je suis sûr que c'est bon, je suis persuadé qu'en ayant plus de prospects comme ça, etc. etc. Alors certes j'avais un taux de conversion qui était un peu meilleur, hein, le slider je crois qu'il convertissait à 2-3%, mais le jeu n'en valait pas la chandelle en fait. Voilà. Donc ça c'est la fin de la parenthèse. Voilà. Donc amélioration des formulaires de capture pour les rendre plus sexy, ça c'était la deuxième chose. En fait, tout simplement, j'avais des formulaires qui étaient réalisés directement avec Aweber. Donc en fait, c'était relativement moche. C'était une image, c'était un formulaire, et je ne pouvais pas le placer comme je voulais. Je ne pouvais pas faire des super listes à puces, etc. etc. D'ailleurs, c'est un reproche que moi je fais à toutes les solutions d'emailing. Vraiment, si on veut avoir des beaux formulaires qu'on convertisse, il faut obligatoirement souscrire maintenant à des abonnements supplémentaires comme Thrive Team, comme Opt-in Monster, comme Sumo.com, etc., etc. Moi, je trouve ça un peu lamentable. Ça devrait quand même être inclus dedans, donc vous êtes obligé de vous faire chier à racheter un truc. Alors heureusement avec Thrive Team, comme je vous disais, c'est un truc qui est assez sympa parce que c'est 19$ par mois, donc c'est pas très cher, et surtout en fait Thrive Team permet également de faire des landing pages, mais ça je vous en dirai peut-être un petit peu plus tard, un peu plus. Donc voilà, donc j'ai fait des formulaires beaucoup plus sexy. Alors vous en avez quelques exemples sur le site internet. Surtout en fait, c'est intéressant parce que un an plus tard, quasiment un peu plus d'un an plus tard, quand il a fallu passer à la conformité RGPD, grâce à Thrive Team, ça a été en 3 clics de série, alors qu'avec cet outil, avec les outils avant, c'était pas facile, parce qu'encore sur mon site, vous voyez, j'ai des formulaires qui sont avec Aweber, des formulaires qui sont avec GetResponse, et grâce à Thrive Team, en fait, c'est la même interface qui permet de balancer sur les deux, donc c'est assez sympa, quoi. Voilà. Donc autrement, j'ai créé aussi des bonus qui ont été automatiquement ajoutés selon les catégories. Par exemple, en fait, sur la catégorie e-commerce, pendant très très longtemps, j'avais uniquement le guide 100 conseils pour réussir sur internet. Alors de temps en temps sur certains guides, certaines pages où j'avais vraiment fait un effort, il y avait le guide à télécharger à la fin des articles, au milieu, etc. Mais je n'avais pas systématiquement l'affichage de ce guide là. Alors j'ai utilisé un plugin qui s'appelle WordPress Ad Inserter Pro.
WordPress Ad Inserter Pro, et qui permet en fait d'ajouter automatiquement à chaque catégorie du blog, par exemple e-marketing, emailing, promotion, etc., un formulaire qui est affiché automatiquement à un tiers de lecture et qui est dédié à l'e-commerce, par exemple, parce que j'ai créé une catégorie e-commerce. Voilà. J'ai changé également de prestataire d'emailing GetResponse avec systématiquement des A/B testing qui était vachement plus intéressant, qui permet déjà les expéditeurs, les objets, etc. Voilà. J'ai créé également des séquences d'autorépondeurs dédiées avec en fait des tunnels de vente spécial e-commerce, CRM, etc. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu faisais pas ça avant? Tout simplement parce que j'avais Aweber et Aweber en fait cumule en fait les emails sur nos listes et donc en fait en ayant par exemple une personne qui était sur 3-4 listes différentes, je payais 3 fois son email. Donc quand vous avez 50 000, 60 000, 70 000 emails, ça commence à faire cher d'avoir des gens payés en double, en triple, voilà, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez sympas. Donc j'ai fait également des variantes de titres pour mes articles de blog, comme je vous le disais. Là j'étais vraiment déçu, ça n'a pas marché du tout. Voilà. J'ai également ajouté, suite au téléchargement des livres blancs, un petit Google Forms qui me permet en fait d'inciter les gens à me laisser un feedback, faire des retours, etc. Et ça c'est un truc qui est assez utile et qui est assez qualitatif. Voilà. J'ai également inséré un chat proactif avec clickdesk.com, ça coûte à peu près 30 € par mois, avec en premier message en fait un bonus pour télécharger en fait mes derniers guides. Alors ça c'est un truc qui marche vraiment pas mal et moi je vous conseille vraiment de le mettre en place, un chat proactif, c'est vraiment très très utile. Voilà. Et j'ai créé également un pack irrésistible avec 10 guides gratuits, tous mes guides de l'époque, bam, offerts. Tu laisses ton email et tu as 10 guides qui sont aussi bien sur le community management, le CRM, machin, ceci, cela. Et je l'ai mis en bas de chaque article de blog, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, alors le top 3 des actions les plus efficaces. Qu'est-ce qui a vraiment le mieux marché dans tout ce que je vous raconter là il y a 2 secondes? C'est la création de nouveaux bonus contextualisés. En fait, tout de suite là, comme je l'ai dit, sur les pages en fait les plus vues avec le plus de trafic, là ça m'a fait quasiment 2000 abonnés en plus, 2,21% de conversion, rien que pour le guide communiqué de presse que j'ai réalisé en 3 heures. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis après derrière en fait ça convertit correctement après en vente de formation, vente d'e-book en particulier. Voilà. Ensuite j'ai fait des nouveaux formulaires, donc en fait vraiment j'ai eu des gros taux de conversion. Vous pouvez les voir sur bit.ly, bit.ly/exemple CRO. Vous pourrez en fait voir en fait un exemple d'un formulaire où j'ai tout simplement en fait remplacé une tête de femme qui tient un bouquin par le visuel du bouquin en gros, et en fait de manière assez étonnante, c'est en fait le visuel du bouquin en gros qui fait 38% de conversion en plus. Donc voilà, c'était hyper contre-intuitif et pourtant ça a bien marché. Voilà. J'ai changé de la solution d'emailing. Ça en fait, avec les tunnels de vente dédiés, ça va vraiment permis de doubler les ventes. C'est un truc de ouf. Vraiment de pouvoir avoir un tunnel dédié e-commerce, un tunnel dédié CRM, etc., un tunnel dédié blogging. Ça m'a fait du boulot, sincèrement, ça m'a fait vraiment du boulot, parce qu'en fait quand vous créez vos tunnels, en fait il faut préparer les messages, il faut faire un minimum de 7 messages et tout ça, c'est long, mais ça rapporte. Voilà. Donc si vous avez plusieurs produits, créez plusieurs tunnels différents selon les produits. L'utilisation de Sabrina aussi, comme je vous disais, comme expéditrice, c'est un truc que j'ai fait en 5 minutes et ça permet d'améliorer le taux d'ouverture de certains emails de 10 à 15%, donc c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment important. Voilà. Le chat proactif également, ça a généré plus de 50 conversations par jour, enfin allez, entre 30 et 50 conversations. 50 c'est dans les bons jours, 30 en fait c'est les week-ends et les choses comme ça. Donc après, sur la landing page qui est liée à la proposition de guide gratuit qui est dans le premier message automatique de chat, j'ai 35% de conversion, donc un tiers. Alors je suis un peu déçu parce que normalement les gens ils ont quand même vu le message, ils ont cliqué sur le lien, normalement ils devraient quand même être beaucoup plus enclins à laisser leurs coordonnées. Je suis qu'à 35%, ce qui est un tiers, c'est pas énorme, je pense qu'il y a des progrès à faire, mais bon c'est quand même déjà bien quoi, entre guillemets avec une pop-up qui s'ouvre comme ça, parce qu'en fait c'est clair, le chat c'est une pop-up pour l'instant, c'est un truc qui a un message automatique avec une proposition de me laisser un message, mais quand même c'est quand même assez sympa quoi. Par contre dans les flops, comme je vous le disais, les flops, il y a des trucs qui ont été un peu décevants. Les variantes de titre de blog, très peu d'impact. Qu'on mette un titre A, un titre B, bon, j'ai pas eu des changements complètement déments. Voilà.
Les changements de prestataire d'emailing, donc comme je le disais, j'ai réussi à faire des trucs assez sympas. Par contre, les messages standards avec les mêmes titres, les mêmes expéditeurs et tout ça, ça n'a pas eu d'impact vraiment majeur. Moi, je m'attendais en fait à avoir une délivrabilité qui soit bien meilleure, mais en fait, celle d'Aweber était déjà très bonne. Je faisais des emailing en format texte principalement, sans images, sans rien du tout. Et donc ma délivrabilité était déjà en fait assez importante, et donc j'ai pas pu faire beaucoup mieux. Voilà. A contrario aussi de tout à l'heure, j'ai eu certains guides qui ont été vraiment des fours, des gros échecs. Le guide des partenariats, 0,72% de taux de conversion. C'est un truc de ouf. Pourtant, c'est il était positionné dans des articles contextualisés sur les partenariats. Et 0,72% de taux de conversion, c'est vraiment minable, quoi. Voilà. J'ai fait des efforts, j'ai donné un peu plus de visibilité, j'ai amélioré le formulaire, je suis à 1,51, mais c'est en dessous de la moyenne du site. Voilà, donc c'est moins bien, il y a encore des choses à faire. Voilà. Parce qu'en fait, le crawl, en fait, c'est vraiment une histoire sans fin. On peut toujours optimiser, optimiser, optimiser. Et quand on a optimisé à fond, bah, on change complètement, radicalement les choses, et puis on fait autre chose. Voilà. Et on reteste avant comme après. Voilà. Et les formats les plus intrusifs, comme je disais, le slider ou la pop-up, certes ça permet d'améliorer les choses, mais au final ça donne pas, ça a des effets de bord qui sont pas forcément génial. Voilà. Voilà, donc ce que je voulais vous donner dans ce petit enregistrement, c'était vous dire en fait, voilà, ne perdez pas espoir. Si vous êtes sanctionné par Google avec par exemple une chute de votre trafic, si vous perdez votre plus gros client, si vous faites ceci, vous faites cela, analysez votre tunnel AR, voyez un petit peu où vous pouvez mettre en place, et vous pouvez en fait avoir des résultats assez phénoménaux, puisqu'en fait au final, malgré en fait cette baisse de quasiment 25% de chiffre d'affaires du trafic, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires quasiment de 40%. Donc finalement, bam bam, j'ai progressé alors que j'aurais dû être plutôt en chute. Voilà, j'espère que cet petit enregistrement vous a bien plu. Si vous voulez avoir plus de trucs pratiques, plus d'astuces et voir en vrai de vrai comment ça marche, comment on fait ces landing pages, comment on fait le chat proactif et tout ça, n'hésitez pas, vous allez sur star-marketing-academy.com. C'est ma formation continue au web marketing. Bah, je vous explique en fait tout ça et comment on va le faire en vrai. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.